Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les effets de Flex Shrink et nous sommes actuellement positionnés sur le dossier step 05. Je vais me positionner au niveau du fichier style.css et je vais ramener les valeurs antérieures. À savoir au niveau de Flex Wrap, je vais retourner No Wrap. Je vais remettre le commentaire ici comme je l'ai fait depuis le début pour bien vous notifier que c'est une valeur initiale que nous n'avions pas besoin de préciser, mais nous le faisons pour plus de clarté. Je vois que ma page web s'affiche correctement. Il me semble encore une fois que la taille des éléments est répartie en fonction de leur contenu, puisque la deuxième colonne contient beaucoup plus de texte que les trois autres à une largeur bien plus grande, par rapport par exemple à la première qui ne contient que 3 mots, donc tout semble carré. Ce qui pourrait vous paraître paradoxal, étant donné que nous avons positionné une valeur de flex grow à 0, c'est-à-dire on a dit aux éléments tu ne peux pas t'étendre, on pourrait se dire qu'il est étonnant qu'ils occupent tout l'espace disponible. Mais cela est dû à la valeur de flex basis, puisqu'on a donné à flex basis la valeur auto, c'est-à-dire on a dit débrouille-toi avec ce que tu trouves dans les éléments. Et donc lui, il s'est débrouillé en remplissant tout l'espace disponible dans le flex container, puisque la taille des éléments le permettait. Donc ici, la valeur flex gros égale à 0 n'a aucun effet. Si vous consultez assidûment la documentation de Flexbox, vous allez vous apercevoir que FlexBasis ne se résume pas aux valeurs de auto ou bien d'une valeur en pixels. Vous pouvez avoir des valeurs en pourcentage, une valeur égale à 0. Dans ce cas, il vaudra mieux mettre une unité, c'est-à-dire 0% ou 0 pixels, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible avec une valeur de flex grow ou flex shrink. Et il peut y avoir aussi une valeur qui s'appelle content, qui tient compte du contenu, mais cette valeur n'est pas encore, semble-t-il, reconnue par tous les navigateurs, donc il vaut mieux s'en servir avec précaution actuellement. Maintenant, nous allons changer la valeur de flex basis dans notre code. Donc je retourne au niveau du code CSS, et ici, au niveau de la déclaration flex, je vais lui dire, au niveau de la valeur de flex shrink, de prendre une valeur égale à 0. Je vais supprimer le commentaire ici puisqu'on n'a plus de valeur initiale. Encore une fois, c'est indicatif, je le fais pour votre confort. J'enregistre. Je vais revenir sur le site. Et là, je vois que tout a été explosé. Étant donné que nous avons demandé à Flexbox de calculer la taille des éléments de manière automatique en fonction de leur contenu, et étant donné aussi qu'on leur a dit tu ne peux pas te comprimer avec la propriété flex shrink égale à 0, nous voyons que nos contenus sont affichés dans leur taille native, quoi qu'il arrive. Si je fais défiler ici, voilà, je vois ma troisième colonne ici, la quatrième et l'image. Tout a explosé. Je vois ici la limite de mon conteneur. Donc c'est pour ça, quelque part, ça peut expliquer pourquoi, par défaut, la valeur de flex shrink est égale à 1. Parce que dans la majorité des cas, il va être préférable que nos éléments se compriment lorsqu'ils n'ont pas assez de place pour s'afficher en entier. Par exemple, un texte, bien sûr, si vous avez un texte de 2000 mots, enfin, je sais pas, de 80 ou 100 lignes, il va s'afficher sur des lignes superposées. Sinon, si vous ne pouvez pas avoir une ligne de 2000 mots, c'est pas possible. Donc c'est tout à fait logique, par défaut, de donner à flex shrink la valeur de 1. Et nous voyons ici que si nous lui donnons la valeur 0, avec une taille de calcul automatique, ça donne un résultat qui est impossible à utiliser. Maintenant, pour voir ce qu'il se passe, nous allons utiliser flex wrap avec wrap. Donc je retourne dans le code ici, et je vais ici donner la valeur wrap, en supprimant le no ici. Et je vais supprimer le commentaire, encore une fois, pour vous montrer que ce n'est plus une valeur initiale. J'enregistre. Donc nous avons maintenant la propriété flex wrap avec la valeur wrap. Je reviens au niveau de ma page. Et là, je vois qu'il y a eu un passage à la ligne, à partir de la troisième colonne, on va dire. Mais si je fais défiler, je vois que ma deuxième colonne, ici, elle est toujours au taquet. Elle n'est pas comprimée, puisque avec flex shrink 0, on lui a dit « tu ne peux pas te comprimer ». Donc elle n'est pas comprimée, mais les éléments qui étaient après, étant donné que nous avons autorisé le wrap, eux, ils vont passer à la ligne. Et si je continue à réduire ici, voilà, je vois que maintenant, l'image, là, ne peut plus rentrer. Alors si vous voulez le calculer, ça c'est facile. Vous prenez le outer box
qui fait 1156. Je note ça sur un bout de papier. La troisième, alors je l'ouvre. La troisième ici, elle fait 104, on va dire à peu près. Et la quatrième, là, elle fait 201. Donc je vais faire la soustraction 1156 moins 104 moins 201. Voici le résultat, et vous voyez bien que c'est 851. 851, c'est inférieur à 900, donc l'image qui fait 900 ne peut pas rentrer dans cet espace. Donc c'est normal que l'image passe à la ligne grâce à la propriété flexRow égale ρ. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si je continue à réduire, qu'est-ce qui va se passer? Mais là maintenant, l'image, elle ne peut plus se passer à la ligne ou réduire, donc elle va déborder du conteneur, comme la colonne numéro 2. Et si je continue à descendre, ici, à un moment donné, voilà, c'est la colonne, l'avant-dernière colonne ici. Nous sommes dans des tailles qui ne sont plus exploitables, donc ça ne sert à rien d'examiner ça. Mais voilà comment ça fonctionne, encore une fois. Pour synthétiser ce que nous venons d'observer, il vaut mieux, la plupart du temps, que la propriété flex-shrink ait une valeur différente de 0. Je retourne dans le code CSS. Je vais remettre les valeurs par défaut pour tout le monde. Donc ici, je pense que si je fais CTRL Z, j'ai no wrap et c'est une valeur initiale. Et ici, je vais mettre 0, 1 auto. Donc 0, 1 auto. Et c'est aussi une valeur initiale. Je restitue le commentaire, encore une fois, pour que vous compreniez que c'est la valeur initiale qui n'est pas obligatoire d'être mentionnée, mais nous le faisons encore une fois pour avoir les propriétés bien visibles. Donc j'enregistre. Je vérifie ici que tout va bien. Voilà, ça se remet comme avant. Je retourne dans le code CSS une nouvelle fois. Et je vais donner à la deuxième colonne ici, le child numéro 2, une valeur explicite de flex-shrink égale à 3. Je me positionne ici, je crée une nouvelle ligne et je mets flex-shrink avec une valeur égale à 3. Alors avant d'enregistrer, je reviens ici, alors je vais vous dire, regardez bien à peu près, hein, donc vous voyez la taille de la colonne numéro 2, la taille de l'image à peu près, parce qu'elle va sûrement bouger. Je reviens dans le code, j'enregistre, je rebascule, et là vous voyez donc l'image s'est fortement agrandie. La taille de la colonne numéro 2 s'est fortement réduite, parce qu'on y a appliqué un facteur shrink de 3. Si maintenant j'applique un raisonnement similaire à ce qu'il se passait pour flexRow, je vais pouvoir dire que dans le cas de ma colonne numéro 2, puisqu'elle a un facteur flex-shrink égal à 3, elle va être réduite dans une proportion 3 fois plus grande que ses voisines, qui, elles, ont un rapport de 1. Voilà en gros comment ça se passe. Voilà pour flex-shrink. Nous avons quasiment fini avec cette vidéo. Alors j'ai donné l'accent particulier sur cette partie, puisque vraiment cette notion avec la propriété flex divisée en 3 parties, qui interagissent entre elles, c'est-à-dire flexGrow, flexShrink et flexBasis, c'est vraiment important à comprendre et c'est ça qui va conditionner le positionnement de tous nos éléments en Flexbox. Donc c'est pour ça que je voulais partir un peu dans une direction différente plutôt que de vous abreuver avec tous les paramètres existants pour aligner les éléments, etc. Alors ça, on va le faire éventuellement dans une prochaine vidéo là, qui va suivre. On va faire un petit rappel de généralité rapidement, donc on reverra les alignements ainsi que les justifications de nos éléments. Alors pour ça on va faire des éléments plus petits puisqu'on va raisonner comme dans un système de barre de menu par exemple. On va voir comment les éléments peuvent se disposer, comment on peut jouer sur l'espace qui les sépare, etc. Donc ça on va faire ça dans une vidéo suivante et après donc on va attaquer vraiment des cas particuliers. On partira d'une solution à trouver pour disposer les éléments avec une certaine présentation et on prendra un raisonnement, on commencera à construire en appliquant Flex, en voyant ce qui se passe quand on change les propriétés, etc. jusqu'à obtenir le résultat qu'on veut et l'aspect qu'on veut pour nos éléments. Donc je vais pouvoir fermer ce navigateur. Au niveau de mes fichiers, je vais vérifier que tout est enregistré. Je vais fermer. Voilà. Là, je vais fermer ceci. Je vais retourner dans l'explorateur de fichiers. Je vais dupliquer le dossier step 5. CTRL-C, CTRL-V et je vais le renommer en step 6. Voilà, comme ceci. Je vais revenir dans Visual Studio Code. Je vais ouvrir
le dossier step 6, je vais ouvrir le fichier index.html et je vais relancer un live server. Voilà, il s'affiche. Je fais revenir ici l'outil de développement et nous allons continuer et nous retrouver dans la prochaine vidéo. A tout de suite.